Notre prochain speaker, Hugo Landau, est spécialisé dans le reverse engineering de composants open firmware, open software et le droit d'être propriétaire de votre hardware. Donc, sa session va parler de reverse engineering sur des firmware Broadcom. Salut à tous, merci dans ma session d'être ici. On va parler de reverse engineering sur les NIC Broadcom. Donc, je vais vous parler un peu de l'histoire qui m'a motivé à en arriver là. Donc, le projet, pour comprendre pourquoi je suis venu là, il faut que je vous ramène à quand j'avais 10 ans. J'étais dans les ordinateurs, comme aujourd'hui encore, et j'ai entendu parler de le Windows XP à venir. Ça aura la fonctionnalité d'activation de produits. C'est une fonctionnalité DRM qui permet de récupérer une autorisation jusqu'à ce que l'appareil refuse de fonctionner. J'avais 10 ans, je n'avais jamais entendu parler de FSF, d'open source, mais je savais que c'était une mauvaise chose. Donc, j'ai boycotté Windows XP à 10 ans. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'intuitivement, je savais que votre ordinateur devait être de votre côté et pas du côté de quelqu'un d'autre. Et c'est quelque chose dont je suis convaincu aujourd'hui et pour lequel je me bats. Votre ordinateur doit être de votre côté. Mais l'est-il? Non. Activation de produit, DRM, bootloader bloqué, ségrégation. Vos appareils sont contrôlés par Apple, Google ou votre vendeur, même si vous ne le voulez pas. C'est ce qu'on appelle des antifonctionnalités. C'est un terme qui a été inventé pour définir des fonctionnalités dans l'intérêt du constructeur, au-delà des vôtres. Et c'est bien plus que les ordinateurs. Aujourd'hui, n'importe quel appareil avec une puce peut vouloir vous contrôler. Parce que les sociétés veulent pouvoir contrôler comment un produit est utilisé après sa vente. Il y a un principe légal qui est le principe de la première vente. Normalement, une fois que tu as acheté un produit, tu peux faire ce que tu veux avec. Une société se fiche du droit et elle utilise des logiciels pour contourner la loi. Les imprimantes, par exemple, essayent de vous empêcher d'utiliser des cartouches génériques. C'est des exemples avec les voitures, par exemple. Si vous essayez de vous connecter à une borne Ethernet, la personne qui a créé la voiture ou le tracteur va vous contacter, car c'est Internet. Et même les trains. Le train polonais avec le DRM, je vous incite vivement à aller voir cette session qui va parler de ça cet après-midi. Je pense que c'est intéressant de regarder aussi le talks du 28C3 sur ce sujet. Donc, un principe simple doit être défendu. Tout le hardware et le software doit être créé pour l'intérêt de son propriétaire et non du vendeur, d'une tierce personne ou d'un gouvernement. Et c'est ce en quoi je crois. D'une certaine manière, le contrôle de la propriété, c'est l'opposé du DRM. Donc comment on arrive à en faire une réalité?
On va trouver des anti-fonctionnalités dans le firmware, pas forcément dans le hardware ou dans le système d'exploitation. Donc, si on sait que ce qu'on utilise est de notre côté, on sait que tous les softwares et les firmwares peuvent être audités par vous en tant qu'utilisateur et modifiés et inspectés par rapport à vos besoins. Donc, tous les firmwares de toutes les machines doivent être open source, doivent être des logiciels libres. Ça me remonte à l'histoire où un ingénieur n'a pas pu résoudre un problème à cause d'un bug sur un firmware. Les antifonctionnalités sont impossibles dans ces conditions. Si vous n'aimez pas une fonctionnalité, vous pouvez la supprimer. Imposer des antifonctionnalités est la grande motivation pour que les firmwares restent propriétaires. Donc, si un vendeur ne veut pas mettre en place une fonctionnalité, cette fonctionnalité devient une anti-fonctionnalité. Un DRM open source n'a aucune utilité. C'est impossible. Et ce n'est pas uniquement sur l'éthique et la compréhension, c'est aussi par rapport à la sécurité. Il faut qu'on puisse auditer un firmware pour lui faire confiance. Ça peut parfois être un zero day et un code à cause d'un code propriétaire du constructeur. Ça peut vraiment détruire votre machine, impossible de booter derrière. Donc voilà, on a des firmwares qui sont envoyés, qui n'ont jamais été patchés, jamais été corrigés. Et on a des entreprises qui viennent vérifier et contrôler. On a vraiment des grandes craintes sur les attaques de circuits d'approvisionnement. Donc, si on dit qu'on signe un firmware, et dans ce cas-là, la définition est qu'il est sécurisé par défaut. Mais ça, c'est le contrôle de constructeurs. Beaucoup de personnes ont fait beaucoup de travail depuis des années pour vous permettre d'avancer sur le sujet. Et on a besoin de l'open source pour avancer. Je ne sais pas si beaucoup de gens ici ont entendu parler du trusting trust, la confiance de la confiance, et les attaques de confiance en confiance. Et comment mitiger ce genre d'attaques. Mais avec l'X86, on a maintenant Intel et AMD qui signent des firmwares qui ne peuvent pas être remplacés. Donc vous avez sûrement entendu parler du Intel Management Engine ou l'équivalent chez AMD. Ils se sont assurés que vous ne puissiez pas accéder à fonctionnalités ou au firmware pour vous empêcher d'avoir le contrôle complet sur la machine. Et ils sont allés si loin que, honnêtement, je ne pense pas qu'ils feront marche arrière. X86, c'est une impasse. Bien sûr, on a plein de petits appareils avec des firmwares ouverts, mais ils ne sont pas rapides. Donc, la question, c'est où est-ce que je peux trouver un serveur avec un processeur ouvert et performant? On voit que IBM fait un serveur rapide, Power 9, et ils ont ouvert leur firmware de manière très étonnante. Ils ont accepté d'ouvrir leur firmware. Donc, on a l'ordinateur Talos 2 avec la carte mère EATX et le processeur Power 9 qui est à 99% ouvert. Mais pourquoi 99%? Parce qu'on a un blob firmware sur la carte réseau Broadcom. Et donc, je me suis dit, allez, on va travailler sur du reverse engineering, sur le contrôleur réseau BCM 5719. Donc, c'est une carte à 4 ports avec 4
4 ports Ethernet jusqu'à 4. C'est la 13e génération d'une ligne de cartes qui viennent de la ligne Tigon qui a été sortie en 1997 par Alteon Network. Et Broadcom n'a pas énormément changé l'architecture des puces, c'est toujours les mêmes. Et c'est arrivé Broadcom en est devenu le propriétaire. Donc on a énormément de fonctionnalités, comme une qui s'appelle NCSI. Ça vous permet d'accéder en mode BMC, en mode console au niveau du serveur. Donc, permet d'accéder avec une porte d'accès au port Ethernet. On a donc voilà, tous les serveurs modernes ont un BMC. C'est une implémentation comme IPMI, port série, etc. Donc, on peut du coup utiliser NCSI pour attacher un BMC à un host sans qu'il voit que c'est une connexion réseau et du coup vous connecter à ce port. Donc, c'est le rôle du NCSI. Le diagramme de bloc de notre carte, on a nos 4 ports Ethernet et on a 4 fonctions PCI de l'autre côté. Donc, les PCI fonctions, c'est une autre... donc ici, on a vraiment 4 appareils différents. On a l'interface SPI Flash pour pouvoir loader un firmware. Donc si on voit les ports et les fonctions PCI, on a une connexion, mais on a aussi surtout un processeur MIPS entre les deux qui va faire tourner le firmware. Et la question est, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Mais, comme je disais, en passant par le NCSI, on peut se connecter au BMC et arriver en parallèle sur l'interface. Et vous connecter par le host et par la BMC. Et ensuite, sur le diagramme de bloc de Broadcom, on a un élément mystérieux qui s'appelle l'APE et on ne sait absolument pas de quoi il s'agit. Donc, j'ai regardé sur le firmware, j'ai regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc on a le header, on a les pointers, on a des configurations de MAC adresse. On a ensuite le firmware qui est au niveau des MIPS. Et ensuite on a les ROM d'options. Donc on peut, par exemple, le host peut savoir comment faire le boot PXE et ou le NCSI boot. On a, pour les raisons de sécurité, c'est pas extrêmement bien. On a voilà, ce firmware mystérieux, APE, et donc j'ai regardé dans les MIPS. J'ai analysé les MIPS et chaque port a un MIPS très très ancien. On n'a pas de multiplication et division de paquets, rien, ça n'existe pas. Et vraiment très peu d'éléments importants réalisés, de tâches importantes réalisées. Elle récupère l'adresse MAC à partir du flash et font du setup de base. In the original days of the Tygon back in 1997, I believe that these boards were actually handling data packs, so they were actually spooning data Donc, back. But that's all since been moved into hardware. Ça a été sorti du hardware maintenant, donc on a énormément de tâches qui ne sont plus existantes du tout. Donc quelles sont les tâches réalisées réellement? Donc
on a beaucoup de ce code qui est pas vraiment activé dans la pratique. On a l'initialisation, bien sûr, et ensuite on regarde s'il y a des tâches à réaliser de housekeeping. Donc, quelles tâches de housekeeping? Donc, je vais vous montrer mon code. Vous voyez les deux premières fonctions ici, elles font rien, en fait, 99% du temps. Donc, si vous êtes connecté, vous allez voir la fonction supplémentaire. Et si le host est actif, cette fonction va être appelée régulièrement. Et ce qu'elle fait, c'est implémenter une capacité PCIe. Donc, le host va demander le numéro de série du host, de l'appareil. Et il va passer tout le temps, pour chaque port, il va demander le numéro de série. Et chaque check indépendant récupère le numéro de série. Si vous êtes un ingénieur Broadcom, est-ce que vous voulez vraiment être la personne responsable pour ce genre de tâches? Je ne pense pas. Donc, mais la princesse est dans un autre château. Donc, les MIPS peuvent faire l'initialisation, mais sont sinon très peu utilisés. Donc il y a le mystérieux APE qu'on a vu, et est-ce que c'est quelque chose de core ou est-ce que c'est autre chose? Et Broadcom bien sûr ne m'aide pas, donc il faut que j'analyse cette information. Par contre, l'image de l'APE est compressée avec un algorithme que je ne connais pas. Et donc, je ne peux pas accéder à sa mémoire directement. Donc, comment on y arrive? Donc ça me ramène au reverse engineering du code de décompression du x86. Donc, je veux désassembler le code APE, mais il est compressé. L'algorithme n'est pas mauvais. Donc, le deuxième problème que j'ai, c'est que je veux avoir accès à l'espace de mémoire de l'APE, mais ce n'est pas mappé au PCI. Donc, j'ai un problème. Je veux accéder à l'APE, mais il n'est pas mappé au PCI. Donc, la seule manière d'accéder à l'APE est d'avoir une image firmware bien formée. Pour ça, il faut que je comprenne l'algorithme de compression. Donc, il faut que je dump la ROM de boot de l'APE, qui m'oblige à avoir accès à l'espace de l'APE, et qui... Voilà, donc j'ai une dépendance circulaire, c'est le serpent qui se mord la queue. Le problème, c'est la décompression. Il faut que j'arrive à décompresser cette image d'APE pour pouvoir l'analyser, mais je n'ai pas le code. Donc, à ce moment, j'ai décidé de faire une pause et de regarder ailleurs. Donc, le SPI contient les images de ROM des options de PCI. Donc, on a un algorithme très similaire par rapport pour la compression. Et ces ROM, pour être exécutées, doivent être auto-décompressibles. Elles doivent pouvoir se décompresser elles-mêmes. Donc, contenir le code de décompression. Donc, les images UEFI utilisent un algorithme de compression qui n'est pas standard, mais différent. Mais le code que je cherchais n'est disponible que dans les PC x86. Donc j'ai dû faire du reverse code d'x86 et c'était vraiment pas fun.
Ces segments sont constamment changés et c'est impossible de les adresser. Vous pouvez loader, si vous avez un load simple, vous pouvez les loader du BX, mais c'est plus simple d'utiliser où les valeurs changent dans l'IS, dans le registre S. Donc ça peut être très compliqué si le mapping de mémoire change constamment. Donc j'ai essayé d'adresser le problème d'une manière spontanée, mais c'était impossible puisque le code était a corrompu le code que j'essayais de créer. Donc, j'ai été obligé de trouver un moyen qui n'inclut pas des bugs. Sinon, après, j'aurais dû passer des jours pourquoi mon code n'a aucun sens. Et j'ai mal décompressé l'image et du coup, voilà, j'ai un problème derrière. Donc, je vais prendre une approche méthodique. Donc, il faut que je crée un émulateur réel d'x86 en C. Un émulateur est peut-être un peu un grand mot, mais chaque ligne x86 était commentée, comme ceci. J'ai donc construit un émulateur en C. Je dis émulation, mais ce que je veux dire, c'est juste des variables globales. Les variables globales sont un sélecteur d'éléments qui convertit en x86 et j'ai une fonction qui fait le seges et qui me permet de faire la charge relative de S. Donc, voilà, c'est très simple. On a notre sélecteur qui est traduit dans cette ligne en C avec mon émulateur. Donc chaque ligne traduit dans une ligne très simple en C. L'idée, c'est que chaque conversion d'assembly en C, chaque ligne a une traduction en x86 en dialecte. Et du coup, on peut continuer à regarder pour s'assurer qu'on ait la bonne structure. Mais j'ai pu compiler et décompresser mon firmware pour la première fois, mon firmware APE. Donc, à ce moment, j'étais avec mon code assez horrible pour essayer de comprendre. J'ai noté l'output de mon programme et je l'ai modifié pour quelque chose de plus lisible. Et après chaque petit changement, je vérifiais s'il y avait le moindre changement d'output. Donc, pas à pas, au bout d'un moment, avec cette approche méthodique, j'ai eu vraiment une description très claire en C de mon algorithme de décompression. Donc, j'avais déjà décompressé mon firmware APE, mais j'ai pu surtout définir l'algorithme de décompression. Il est très simple. C'est un dictionnaire très très simple avec des valeurs de buffer et une définition. J'ai trouvé l'identité du LZSS qui est utilisé, l'algorithme de décompression, qui a un article Wikipédia. Il a été implémenté dans le domaine public en 1989 par Haruhiko Okumura. Voilà, on a des petits sites, des petites citations qui vous ramènent à deux éléments et derrière le
code de décompression était dans Wikipédia depuis toujours. Il était là. Il a été posté à BSS en 1989. Et le code de décompression, très très simple, qu'on voit sur l'image. La conversion change un peu. Et du coup, la ROM est utilisée pour... avec de DOS utilise un code BBS de 1989. Si j'avais su que c'était posté sur Internet et sur Wikipédia, j'aurais pu économiser beaucoup de temps et d'énergie. Mais je n'aurais pas pu sans suivre le processus que j'ai suivi. On revient dans une dépendance circulaire, un serpent qui se mord la queue. Donc, j'ai finalement décompressé. Comment je fais ma pénétration de l'APE? Donc, j'ai désassemblé le code. Et le code est de la RM Cortex M3. Donc, j'avais aucune idée de ce que c'était jusqu'à ce moment-là. Et en final, c'est... un microcontrôleur STM32 par exemple. L'APE a des périphériques et des registres qui ne sont pas mappés au PCIe et qui ne sont pas disponibles. Donc je veux y accéder. Avec la connaissance de l'algorithme de compression, je peux écrire un outil qui compresse un nouvel APE et le flasher. Mais il faut que je puisse booter à partir de la mémoire, car c'est plus intéressant pour des questions de développement. J'ai soudainement découvert que le firmware APE avait une signature RSA à la fin. Oh non, ma réaction. Oh non, 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 non. Je commence à être très déprimé. J'ai continué, à partir de ce point-là, j'ai uniquement continué après l'encouragement de certaines personnes. Donc je les remercie pour ça. Peut-être que c'est pas checké. Peut-être que c'est complètement ignoré. Bon, moi je suis sceptique. Est-ce que j'ai mentionné que le reverse engineering c'est un ascenseur émotionnel? Donc, je regarde pour trouver une manière d'exécuter du code à partir de mon firmware d'APE. Donc, on a le mécanisme d'IPC, un peu comme le style de mailbox, un mécanisme de mailbox, qui permet d'utiliser des commandes à partir de la mémoire. Une de ces commandes, c'est la lecture et l'écriture d'un scratchpad. Donc, ça vous permet de lire et d'écrire de n'importe quel endroit dans l'APE. Pas dans n'importe quel endroit, puisqu'on a des checks de dépendance, mais n'importe quelle partie d'où le code est exécuté. Donc tout ce que j'avais à faire, c'était modifier mon code et le lieu sur lequel mon scratchpad allait écrire, et j'ai de l'exécution de code. Si quelqu'un se demande, je ne considérerais pas que ce soit une vulnérabilité, puisqu'on peut uniquement le faire à partir du host. Donc le host est forcément un appareil de confiance, puisqu'il est propriétaire de la carte. Si vous êtes curieux, je n'ai pas trouvé de vulnérabilité exploitable dans le code pendant tout mon projet. Donc j'ai écrit mon code shell pour mon APE. J'ai mis en place un mécanisme d'IPC qui permet de aller vers n'importe quelle adresse ou n'importe quelle localisation. Et donc, si on utilise un mauvais lieu, le CPU risque de crasher. Si j'ai juste un problème de lieu, on va avoir une réponse négative, mais le code ne crashera pas. Donc, on peut accéder à tout l'espace privé de mémoire de l'APE, puisque j'ai pu dumper la ROM de boot. À ce moment-là, si je peux trouver un moyen
d'accéder à cette copie, mais la boot ROM a une possibilité de booter de la RAM et pas du flash, ce qui va être très utile. La boot ROM ne check pas la signature ASA sur le code, mais pourquoi est-ce là? Des fois, on a vraiment des signatures qui ne servent à rien. Donc, on va pouvoir voir la signature. J'ai utilisé le code original BBS pour décompresser et compresser mon code. J'ai fait du reverse engineering sur le code de l'APE. Il n'y avait aucune documentation pour ça. On a un outil Broadcom qui nous permet d'écrire des pilotes pour l'appareil. Mais sinon, Broadcom n'a aucune documentation pour ceci. On a des informations sur certains registres qui sont documentés, heureusement. Comment avoir certains éléments des registres. Mais d'autres ont dû être devinés. Donc j'ai eu quelques périphériques spéciaux pour parler au BMC à partir de l'interface RMI. On avait un périphérique pour transmettre pour chaque port réseau. Donc on peut vraiment avoir un retour pour accéder à Internet. Donc on a la communication avec chaque port réseau, la transmission et réception de chaque port réseau. Mais vous ne voulez pas que tous les éléments soient considérés. Vous avez le bus SMB. Ils sont pas vraiment utilisés, donc je ne suis pas vraiment penché sur la question. C'est plutôt ennuyeux par rapport à notre... et bien sûr, l'UART, encore une fois, non investigué. Donc, si on revient sur le bloc diagramme de tout à l'heure, avec notre APE mystérieux, voilà à quoi ressemble l'APE. Donc, on a le Cortex M3, on a l'adresse MAC qui permet de connecter au BMC, on a l'SM-Bus et l'UART, et on a surtout les appareils de réception et de transmission réseau qui permettent de communiquer avec chaque port. Ça nous permet de nous connecter à ces ports. Donc, que fait le APE réellement? Donc, on sait que l'APE nous permet d'avoir un BMC connecté et partager une connexion réseau. C'est vraiment une interface très simple et qui vous permet d'atteindre une vitesse de 32 bits, donc très simple. C'est comme copier des informations. Les performances sont vraiment mauvaises. Vous n'aurez vraiment pas grand-chose à partir de ce lien NCSI. Donc ce qu'il fait, c'est vraiment uniquement lire des informations et les écrire vers un port spécifique SRAM. Et côté réception, c'est exactement la même chose qui se produit, mais à l'envers.
Donc on copie au niveau du FIFO, de l'interface FIFO, et ça va aller directement au niveau du BMC. Donc si l'APE était compromis, qu'est-ce qu'il pourrait faire? On peut mettre en place des filtres de management pour déterminer comment ils seront diffusés. Mais on a tout ce qui est broadcast, multicast, où on va avoir besoin de mettre en place des filtres. Donc l'APE met en place des filtres. Si la partie broadcast, DHCP, ARP, etc. est détectée, l'information est envoyée directement à l'APE. Et ça permet à l'APE de décider si le host reçoit une copie ou si l'information va uniquement à l'APE. Donc, l'APE peut restreindre peut jeter un œil sur le trafic réseau ou restreindre le trafic réseau complètement, ou alors le limiter à la BMC. Donc, combien de serveurs utilisent des mots de passe par défaut sur les BMC? C'est dangereux, on peut se loguer sur le serveur avec le mot de passe par défaut et bloquer tous les accès. Bon, les constructeurs commencent à s'améliorer et éviter de livrer des serveurs avec des mots de passe par défaut. Bon, après, on peut utiliser des clés SSH, mais la plupart du temps, les clés ne sont pas délivrées avec la machine et vous n'allez pas vous connecter, vous n'allez pas tester les signatures de vos clés SSH. Donc, si l'APE est compromise, on peut quand même continuer. C'est assez intéressant. Et finalement, j'aimerais vous parler des squelettes que j'ai trouvés dans le placard de ce firmware Broadcom. Il y a certaines choses que je voudrais vous montrer. Le premier, c'est le Big Bang, le Bit Bang Broadcom. Vous n'allez pas me croire quand je vais vous raconter. Donc le problème, on a créé notre propre firmware pour l'APE et on a le NCSI qui fonctionne. Mais seulement après avoir pu lancer la machine. Le problème du NCSI, c'est que c'est pour pouvoir y accéder quand la machine est éteinte, mais du coup, si vous ne démarrez pas la machine complètement, vous n'allez pas être en capacité de communiquer avec la BMC. Donc, il y a un élément qui nous manquait, et si je lance la machine avec du code au moment où on lance la machine, l'initialisation ne peut pas se produire. Donc, dans mon firmware d'APE, voilà le code que j'ai trouvé, et c'est assez intéressant. Laissez-moi vous le convertir. Donc, voilà ce que fait le code. Donc, ça, le registre de l'ID de la puce n'est lancé que si l'ID est 0. Donc uniquement si le registre retourne un 0. Donc ça ne devrait jamais lire un 0. Mais ce code dit si ce code lit un 0, faites ceci. Et donc on peut voir derrière que le registre s'assure de ne pas lire un 0. Donc c'est très bizarre. C'est ce qui est intéressant d'avoir un serveur avec des schémas. Donc regardons le schéma électronique. Donc on voit sur la droite ici, on a l'élément qu'on essaye de reverse engineer, et sur la gauche, on a cette puce mystérieuse. On voit que les GPI
IO sont sur la gauche. Et on a d'autres pins sur la droite. Donc, à quoi servent ces pins sur la droite? C'est une connexion sur les PCIe, les ports de réflexion. Donc pour se synchroniser, on a ces différents chemins qui utilisent des signaux différents. Donc par exemple, si vous installez une carte vidéo, vous avez 16 bandes, mais vous avez aussi une bande de référence. Donc, en général, ça devrait venir du CPU, mais dans notre cas, ça vient d'ici. Et le nom est CBTL 01023. C'est un canal de différentiel multiplexeur. C'est étrange. On a ce GPIO qui sort de l'APE et qui ressort sur l'horloge de référence de la même puce. Et habituellement, vous attendez l'horloge de référence de venir du host. Mais tout est ici contrôlé par un GPIO qui vient. Donc c'est une puce analogue de référencement pour des lignes PCIe. Donc normalement, cette ligne qui ne doit jamais lire de 0, car s'il lit un 0, c'est que quelque chose ne va pas. Donc on a un code qui essaye de vérifier. Donc on voit vraiment que Broadcom ici a donc, au lieu de résoudre le problème, ils ont demandé à tous leurs clients de mettre une puce analogue en PCIe sur leur carte mère. Ce n'est pas une blague, c'est Broadcom. Je rigole pas, si vous avez un serveur avec une 5719, ils sont assez communs. C'est toujours les puces communes, mais votre vendeur de serveur a été forcé de mettre en place une puce PCIe parce que la carte réseau en a besoin pour son design. Ah. Donc, quel est le résultat de ce projet? J'ai terminé mon projet. Comme tout a été basé sur du reverse engineering de code propriétaire, j'ai été suivi par un process qui permet de créer un firmware propre qui est entièrement open source et légitimé. Puisque ce firmware est disponible maintenant dans des produits commerciaux. Donc mon objectif était de créer de la documentation par laquelle vous allez trouver mon firmware open source. Donc c'est du reverse engineering clean, propre. Donc on va faire un clone et grâce à cette technique qui est légale, on va pouvoir appliquer notre firmware open source. Donc, le firmware open source de remplacement a été l'idée par Evan Lojewski, connu comme sous le nom de Meklort, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais qui a écrit le firmware en C++. Ce firmware est disponible pour Talos 2 et sur les Blackbird Power 9, ce qui les rend 100% open source. Mission accomplie.
C'est également distribué par LVFS et vous pouvez l'installer sur n'importe quelle carte 5719. Et surtout, si vous le faites, vous pouvez en acheter une, vous pouvez en récupérer une et l'installer. Et s'il vous plaît, donnez un grand merci à Meclor pour créer ce firmware open source et en faire une réalité. Je vous ai dit que c'était un ascenseur émotionnel de faire du reverse engineering. Et parfois, vous pensez, je ne vais jamais réussir à résoudre ce problème. Toutes les valeurs ou les noms des registres, de millions de registres, sont complètement inconnus. Beaucoup de choses sont inconnues la première fois. Mais vous faites une petite découverte qui va vous permettre de faire une plus grande découverte et vous allez créer une avalanche qui va vous permettre d'avancer. Et ensuite, l'avalanche s'arrête et vous êtes bloqué à nouveau. Et donc, c'est vraiment une oscillation entre l'excitation et le sens de l'impossible. Donc, il faut vraiment pouvoir gérer ces émotions et persévérer. C'est comme faire des mots croisés en 100 dimensions. Vous avez une ligne et des millions de lignes et des millions de colonnes. J'ai jamais pensé faire du reverse engineering avant ce projet-là. Je regardais vite fait l'image du firmware pour voir à quel point c'était impossible. Et j'ai été vraiment surpris par à quel point c'était simple et compréhensible. Et j'ai été aspiré vraiment par le projet. Je n'ai jamais imaginé que j'en arriverais là un jour. J'ai beaucoup de curiosité. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense que c'est un élément motivateur extraordinaire. Et ça m'intéresse de savoir ce qui motive les autres de faire du reverse engineering. Tout le monde a ses motivations personnelles. Et finalement, s'il vous plaît, venez rejoindre notre communauté. Posez vos questions. On a un canal IRC. On a le firmware open source disponible sur GitHub, comme vous le souhaitez. Vous avez la documentation disponible sur GitHub également, le projet Ortega. Vous pouvez me contacter et me poser n'importe quelle question sur ce sujet. Maintenant ou dans des années, si quelqu'un veut savoir quoi que ce soit sur cet appareil, je suis probablement la meilleure personne pour vous répondre en dehors de Broadcom. Donc, je suis prêt à adresser vos questions si vous avez et surtout prendre vos inputs si vous avez les moindres informations sur cette puce. Je voudrais remercier IBM pour open sourcer son firmware Power 9. Merci aussi à Timothy Pearson et pour les outils pour le Talos 2 et tous les outils. Evan Lojewski, bien sûr, et la communauté Talos, sans qui ce projet n'aurait jamais été possible. J'ai été prêt à lâcher à plusieurs moments. Donc, j'ai réalisé à quel point les gens comptaient sur moi et voulaient vraiment que ça se produise. Et donc, c'est grâce à eux que j'ai pu terminer mon projet. Donc, c'est vraiment un projet où je commence à récolter les fruits. Et finalement, merci. Les hauts et les bas de faire du reverse engineering. Merci pour cette présentation. Nous avons quelques minutes pour des questions. Première question d'Internet. Oui.
C'est correct. Deux questions d'Internet. La première, c'est sans le mode piggyback sur les NIC, est-ce qu'on aurait pu... Le firmware est loadé à partir de flash sur la carte mère. Donc, si vous contrôlez le flash, vous pouvez attacher ce que vous voulez. Vous pouvez aussi auditer les contenus du flash à partir du host, mais le firmware de l'appareil ne peut pas interférer avec ça. Donc vous pouvez auditer le firmware à partir du host, oui. Mais si vous n'êtes pas importuné par l'APE, vous pouvez gérer ça sans l'APE. Mais l'APE pourrait être réactivé, donc ce n'est pas une mitigation très intéressante. Ce que je voudrais dire, j'ai rien trouvé qui pourrait nous permettre d'adresser ce problème, puisque la copie est faite de manière naturelle, sans regarder ce qu'il y a à l'intérieur sur le réseau. Donc, pas besoin de s'inquiéter de vulnérabilité au niveau de l'APE. Ça ne regarde pas vraiment les contenus du réseau, ça copie de manière aveugle sur la BMC. There's also a second question. Second question would be, would the new open source firmware allow the implementation of some sort of custom protocol offloaders for VPN, for example? Or is the ape not powerful enough to do this in terms of CPU cycles per second? It's a Cortex-M3, so if you get like a 32-bit microcontroller, that's the sort of core we're dealing with here. So it's not really powerful. As I said, it does this NEM copy in order to connect the BMC to the network. And it's not fast, it's far beneath gigabit, so it's not something that you can really do powerful processing with. It's not something you can really do performant encryption with. One thing that was raised earlier by someone I spoke to was the idea that you could actually forego the use of a BMC and just do some management functions on the ape itself. That is probably possible, so long as they don't need to be computationally intensive. So, I mean, there's some possibility for doing novel things there, but any powerful processing like VPNs, encryption, anything that requires line rate handling of gigabit, forget about it. All right, thanks. Yeah, microphone number 1, please. So, as an implementation of the ARM v7m specification, the M3 core should be capable of self-hosted debugging. Did you take advantage of that to run a debug step on the M3 core and the debug exception? That is actually a really interesting point. I played around with the NVIC on the Cortex-M3 a little, but I did not look at the debugging registers or whether there is any kind of JTAG functionality that might be of use to me, because I didn't really have the hardware set up for playing with JTAG or debugging of that kind. So I never really tried using any of the debug facilities of the Cortex-M3. It's all based on shellcode and the tooling I developed that is based purely on software. I don't know whether that functionality is built into the silicon. You could probably find out quite easily, because I believe there's like version registers on ARM cores that tell you whether those stat silicon is built with that functionality. So you could probably find out pretty quickly if you started wanting to play with the debug tooling to probe some of the registers that we have in the open source firmware. But I don't know. Okay, thanks. Next one on microphone 1. Thanks for the talk. I would like to know, do you have any tips or recommendation on provided a proprietary firmware? How did you find out, or I guess guess a little, the structure of the firmware, like the layout? So as I said, the first thing I did was just looking at the image dump of the entire flash. So you just do a hex dump, and you just start looking at it and seeing what does it look like. Yeah, I run tools like binwalk on the firmware, which just looks for common signs of different CPU instruction sets, and it says, yeah, there's some MIPS code here. It didn't find any ARM code because that was all compressed, but
it seemed to match up with what we knew about this device, which was that they had this, this MIPS core and this MIPS firmware. And there were other parts that were pretty obvious where you run binwalk and it says, oh, there's this x86 code. And you look at that area of the code in just a hex editor, and it's pretty obviously a PXE option ROM. And you just start gaining an understanding of what the different areas of Flash do. And as I said, it doesn't take that long in order to get to a place where you get the image layout. So if you look at So yeah, you've got the image layout here. And a lot of it is just eyeballing, really, where you see little strings there, here and there, or you see the device MAC address there, and it becomes pretty obvious what the different regions do. It is like doing a crossword, and you do sort of get better with experience, but it's basically just finding something that seems to make sense, and then that helps you find other things. I hope that helps. Okay, thanks. Microphone 1 is very, very popular, so just go ahead. Thanks for the talk. So tying back to an earlier question on offloading stuff to the hardware. Mm-hmm. So now that we control the firmware on the Ape, do we gain more access to more features that aren't actually available to the driver? So in terms of using the peripherals, if you can think of some useful thing to put on the Ape that uses those same peripherals, you can probably do it. But because this Ape was designed to implement a feature that Broadcom specifically wanted, namely NCSI, you're not going to find much functionality there that is helpful hardware-wise to do things that aren't required by that feature. It is pretty targeted. But if you wanted to do like some novel management feature that reuses the same peripherals, in principle, you could do that. But the peripherals are pretty specific to what you would need to implement NCSI. Mm-hmm. Thanks. Yeah, and the next one. Right, so you mentioned there was a cryptographic signature, but it wasn't checked. Yes. Would there now be the possibility of, and would there be a point in creating signed firmware with a custom key and insert that key into the bootloader? So what's going on there is that the bootloader is a mask ROM. It's hard-coded into silicon, and it happens not to check that. So not really, because we can't change the mask ROM, right? That is Broadcom silicon, which is just hard-coded to load an image in this way. If you wanted to get more control over the firmware image and make sure that it hasn't been changed, I think the best way to do that would be to write some program to audit the firmware from the host. Because as I said, the host has the ability to reflash the firmware, and that's all hardware registers, so the firmware can't actually interfere with that process. So if you wanted, you can just read out the firmware image from the host and get an accurate reading of what is on that flash. That would allow you to audit what is going on there. All right, thanks. And one last question from the internet. Yeah, the internet wants to know whether you also checked or compared your findings with other Broadcom network interface cards. I haven't. I know that things have changed a lot with the faster network interface controllers, like the NetExtreme 2, which does 10G and above. I am certain that those are actually enforcing signature checks now. So I do not believe that this work would be viable for those. That seems to be very much the standard for the network interface controllers for 10G and faster. If they've got some kind of firmware, they're doing some kind of signature check on that. I believe Broadcom does that. I believe Intel does that. And it's not really hard to check. If you just look at like their one-page marketing brief for a chip, and they say it has secure boot, you can pretty much guess that it's probably checking signatures in the hardware. The other thing I would say is that, yeah, I mean, the 10G chips are very different. I suspect that Broadcom has stopped using the Tigon IP that descends from this chip that began in 1997 with Alcyon Networks. I'm not sure that they took that forward with the 10 gigabit parts. I think they may have finally scrapped all of that legacy here. But for this 1 gigabit chip, which is basically the chip Broadcom will send you if you're looking for a 1 gigabit chip for a server, this is the last remaining descendant, I believe, of the Tigon line. Okay, thank you everybody for your questions. Thank you, Hugo.
Hugo, for your talk. Please.